remercie infiniment d'être là ce soir. Je suis évidemment très très heureuse, ainsi que toute l'équipe du Vincennes, dont on peut dire que les 3/4 sont là ce soir, y compris notre patron et programmateur Jean-Fabrice Janaudy, qui se cache comme toujours. On est très très heureux, et Nicolas Métayer, qui est co-directeur avec moi mais qui est en cabine, de vous accueillir pour cette séance très particulière du Vincennes Film Festival, puisque d'une part, c'est une grande avant-première d'un film qui sort le 15 octobre et qui évidemment sortira ici, et puis aussi parce qu'on est très fiers et très heureux d'accueillir un cinéaste qu'on aime beaucoup ici et qui nous fait souvent le grand plaisir et l'honneur de sa présence, Arnaud Desplechin. Je vais demander à Arnaud Desplechin de me rejoindre. Juste peut-être un petit mot avant le film, sans spoiler. Je suis touché parce que je suis souvent venu ici. Il y a des raisons d'amitié cinéma et pas seulement avec Laura. Et je suis touché de voir cette salle pleine. Et j'ai le trac parce que c'est une avant-première. Et ça, c'est la première fois au Vincennes que je vous montre un film en avant-première. Donc, je ne sais pas encore comment vous allez réagir et comment après. Vous voyez, je ne suis pas rodé, quoi. Et donc, vous me prenez Jouvenceau et voilà. Donc, détestez moins, mais vous verrez, les acteurs, ils sont à tomber. Ils sont à tomber. Donc, aimez-les, eux, leurs personnages, et peu importe qui a fait le film. Voilà, bonne projection. Ça va? Alors, je vais peut-être commencer pour que vous puissiez un petit peu prendre le temps de respirer. Je démarre par une question assez large et un peu simple sur ce qui m'a évidemment frappée. Et je voudrais qu'ensuite on revienne sur un certain nombre d'éléments, mais c'est le fait que d'emblée on rentre dans un conte. Et le film, c'est un conte, un peu, oui. Vous voulez que je vous raconte le début du film? Je ne sais pas comment je raconte. Vous voyez, le même été, j'avais commencé à écrire une scène. J'avais décidé d'écrire avec un ami à moi qui s'appelle Kamel Velkovski. J'ai fait une blague pourrie, mais je la pense. Donc, je fais une blague pourrie. Il ne parle pas un mot de français, ce qui est vrai, il est américain. Et moi, je parle très mal anglais. Du coup, on s'entend super bien. L'un ne comprend pas du tout ce que dit l'autre, etc. On s'est dit, on va essayer d'écrire ensemble. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu as? Et moi, j'avais écrit une scène dans un cimetière avec cette femme qui est veuve, qui est trop jeune. Et puis, elle sait pas comment... c'est trop rapide, quoi. C'est trop rapide. Alors, elle n'arrive pas à pleurer. Elle sait pas ce qui lui arrive, quoi. Elle est débordée. Et alors, comme son mari lui racontait tout le temps des histoires, elle dit, bah, je vais vous raconter une histoire drôle. Et c'est une histoire grivoise. Alors, elle se prend un râteau phénoménal. Et je me disais, c'est cool, je l'ai mis dans l'embarras, je vais essayer de l'en sortir, c'est bien, quoi. C'est un début de film. Et Kamen, lui, m'a rapporté une autre histoire, qui est un type revient du bout du monde, et il revient dans sa ville natale pour faire un concerto à deux pianos, et voilà qu'il traîne dans un square, et dans un square, il y a un enfant, et c'est lui. Et alors je lui ai dit, mais c'est qui cet enfant? Il m'a dit, c'est le fils de la fille du cimetière. Et donc, si vous voulez, on avait un conte fantastique. Je reprends le mot de conte que vous utilisiez. Il y avait comme un conte fantastique, un film un peu de mystère, quoi. Et comme un mélodrame. Et tout d'un coup, le mélodrame est devenu un conte aussi. Il y avait des fantômes partout, quoi. Les fantômes qu'on avait mis au début se sont mis à traîner sur tout le film. Bon, j'étais effaré parce que c'était une réponse trop longue. Mes réponses suivantes seront beaucoup plus brèves. Ouais. Alors, est-ce que je peux rebondir sur le mot fantastique, conte fantastique? Moi, j'ai été très frappée par le travail que vous avez fait, en particulier sur la lumière et les couleurs. Et j'ai l'impression que, puisque vous avez dit que ce film est parti de ces deux histoires, la vôtre et celle de Kamen, sur donc deux contes, un fantastique et quelque chose de plus mélodramatique, sur le sentiment que toute une partie du film était presque éclairée, ou en tout cas m'a fait penser au film muet et aux copies teintées.
des films muets. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je prends un exemple peut-être le plus célèbre, qui est Nosferatu, le film de Murnau, et où parfois on a des images qui sont bleues et d'autres qui sont dorées. On n'avait pas vraiment pensé à Nosferatu en faisant le film, mais on aurait Et en même temps, vous avez dit fantôme. On aurait dû penser on y pensera la prochaine fois, mais c'était la première fois que je travaillais avec Paul Guillaume, alors on n'a pas eu le temps de... Voilà. Paul Guillaume, c'était une très grande rencontre. J'ai travaillé avec des très grandes directrices et directeurs de la photographie, et lui est l'un d'entre eux. C'est lui qui a fait, qui a fait des films avec Audiard, qui a fait Emilia Pérez, par exemple, qui sont des films à très gros budget, très spectaculaires, etc. Et on en parlait, j'avais le trac, et j'attendais la fin de la projection. Et je parlais de mon admiration pour un film de Lifshitz que j'aime beaucoup, qui s'appelle Adolescente, qui est un film qui compte beaucoup pour moi, et que Paul Guillaume, donc le directeur de ce film, a fait tout seul à la caméra, en scope, comme ça, il n'y avait pas d'assistant, il n'avait rien, il bricolait tout seul. Donc on était entre deux vitesses, la vitesse spectaculaire et la vitesse très très simple. Voilà. Alors, on a une chance, c'est qu'on le tournait en hiver, ce que je désirais, puisque pour un conte, c'est mieux en hiver, quoi. Lyon, voilà, parce que vous avez le soleil un peu zénital comme ça, que le zénith est pas, quoi. Donc, ça fait des lumières comme ça, le soleil qui arrive et qui réchauffe parfois pour protéger les personnages, et qui parfois, quand on entre dans le fantastique, deviennent ces lumières bleues qui vous évoquaient. Ça fait un peu snob qu'on se voussoie, tu vois. Vraiment, c'est ridicule qu'on se voussoie. On vient tout le temps ici, on va commencer à se tutoyer, c'est plus. Voilà, enfin. Allez hop, un dossier. Et voilà, je pourrais vous en parler peut-être plus, je vous en parlerai plus avant de commencer à filmer, mais peut-être s'il y a des questions dans Ouais. ça. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Alors, Pour le piano, est-ce que c'est François Civil qui chante, qui joue, ou c'est quelqu'un d'autre? Et la deuxième question? Le budget du film. Alors, le budget du film, je ne réponds pas dans l'ordre. Le budget du film, je l'ignore. Peut-être je pourrais vous raconter une petite histoire comique à ce sujet juste après. Mais je sais pas combien mes films coûtent. Je vous assure, c'était pas beaucoup d'argent. On n'avait rien. Juste, on n'avait rien. Je vous le raconterai après. Et François Civil, c'était très très fort pour moi comme rencontre. J'espère que vous l'avez vu. Ça comptait beaucoup pour moi. Mais quand on s'est rencontrés, je savais, Nadia, quand j'ai rencontré Nadia Tereskevitz, je savais que c'était elle. Voilà, si elle me disait non, j'étais bien dans l'embarras. Et François, quand j'ai rencontré, c'est pas du tout pour la même raison, c'est parce que si je comprends mon personnage féminin, parce que je la connais, Claude, je la connais. Voilà. Je savais qui c'était. Et par contre, le rôle de Mathias, je savais pas qui c'était. Il y avait des tas de choses qui m'encombraient. Donc j'ai demandé à François Civil, vous dire avec qui je pourrais marier ma Nadia, etc. Je me suis rencontrant François Civil. Et je tenais à ce que l'histoire qui arrive, ce soit, je vous parlais de cette scène dans le cimetière, ça arrive à des gens très jeunes, hein, trop jeunes. Hein. Vous voyez, c'est bizarre parce qu'ils sont tous captifs dans leur passé, et pourtant Nadia est si jeune et François est si jeune. Je voulais pas que ça arrive à des quarantenaires, quoi. Vous voyez, je pense en particulier à une scène qui me touche. Vous voyez, c'est cette jeune fille qui a 17-18 ans, elle est dans un train avec sa copine, et elle joue à la roulette avec la pilule. C'est une blague à la con, c'est juste une blague pour crâner, quoi. Qui pourrait juger quelqu'un qui a 18 ans? Moi, pas. Donc il fallait que ça arrive à des gens très jeunes. Donc c'est ce qui m'a guidé vers François. Et quand on s'est rencontrés, je lui ai dit, voilà, je voulais vous rencontrer, je le vous soyez, pas comme Laura. Et qui n'est pas jeune non plus. Et donc je disais, voilà, je sais pas bien qui c'est Mathias, etc. Et François a commencé en me disant, par ailleurs, je joue un peu de piano. Alors je lui ai dit, non ça, il avait lu ça. Je lui ai dit, ça François, on s'en fiche, aujourd'hui avec les trucages, j'ai toutes les doublures mains qu'il faut, etc., il n'y a pas de problème. Et donc à ce moment-là, il a commencé à m'expliquer le rôle, et c'était absolument merveilleux. Je lui disais, par exemple, c'est un des traits de sa lecture, je lui disais, vous voyez, Mathias, pendant tout le film, il est très... il subit la loi de Claude, il est passif. Or, quand vous êtes acteur, vous devez faire des actions pour que les gens ils vous aiment. Vous voyez, comme dans Les Trois Mousquetaires, on fait des actions. Et il m'a dit, oui, mais je connais tous les tourments de l'amour, et comme Mathias choisit d'obéir à Claude, c'est une action. Je me suis dit, putain, ce mec, il est trop fort, quoi. Il est trop fort. Il a 5 longueurs d'avance sur moi, je vais lui courir après jusqu'à la fin du film. Et il ponctue à chaque fois en disant, par ailleurs, je sais jouer du piano.
Et je lui disais, mais ça, je m'en fiche, puisqu'on a les doublures, les trucages numériques, je sais le faire, etc. Et donc, on s'est quitté. Il m'a dit, vous voulez pas qu'on fasse des essais, etc. J'ai dit, on va peut-être se tutoyer, etc. Très bien, on va se faire des essais. Et donc, quand il est parti du café, il me dit, par ailleurs, je sais jouer du piano. Et donc, quand on s'est retrouvés, il a appris tous les morceaux. Les doigts. Alors, il y a certains morceaux qu'il pouvait pas jouer parce que les doigts étaient trop complexes, parce que lui, il vient du funk et du rock. Et il sait pas lire les notes. Mais donc, il les a appris avec des tutos. Voilà. Et après, avec Grégoire Hetzel, on lui apprenait les morceaux avec notre façon de le jouer. Vous voyez, par exemple, le Bach qui est à la fin, lors de la scène de l'audition, du Schroff zu dir Herr, il n'est pas joué traditionnel, quoi. Il est joué d'une autre façon. Alors, donc, il venait, il avait son coach, et avec Grégoire Hetzel, qui est le directeur musical du film. J'ai dit, non, c'est deux notes, c'est pas comme ça, etc. Et j'ai dit, mais t'en fais pas, t'auras une doublure qui va le faire très bien. Et 2 jours avant le début du tournage, je vois qu'il va comploter dans un coin avec l'ingénieur du son jusqu'en casque quand les gens se terminent. Et je vois l'ingénieur du son, je lui dis, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, mets 2 micros dans le piano au cas où Arnaud a besoin du son. En fait, ce que vous avez vu, c'est François Civil ce que vous avez entendu et vu, c'est François Civil qui le joue. Voilà. C'est-à-dire que quand le personnage de Max, donc l'agent, joué par Hippolyte Girardot, François Civil lui dit « Tu m'as reconnu ?» On a reconnu François Civil. Et en fait, c'est François Civil. Mais c'est un acteur qui a besoin que ça passe par le corps. Vous voyez que c'est cette présence physique qu'il a, etc. Et c'est tout ce qu'il était brillantissime au café intellectuellement. Je disais, oui, il faut que ce soit physique, quoi. Il m'a dit, ok, je vais perdre 10 kilos. Je ne croyais pas, il a perdu 10 kilos. Et il m'a dit, j'apprends tous les morceaux. Je ne croyais pas, il a pris tous les morceaux. C'est ce genre d'acteur-là. L'histoire sur le budget du film, vous avez dit une petite histoire. Pas leur casser les pieds avec ça. Non, mais l'histoire, elle est pas mal. Je crois que je sais laquelle c'est. Bon. Non, quand je disais ça, je pense que c'est parce que j'étais super déprimé quelques semaines avant le début du tournage, etc. La production ne donne pas des sous et tout ça. Donc la scène de l'avion, c'est fini. Pas de scène d'avion, on va pas louer d'avion et tout ça, c'est mort. Donc en fait, je lui dis, oui, mais quand même, c'est un type qui vient du bout du monde. Et la production me dit, non, non, en fait, il vient de Dijon en voiture. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc du coup, je téléphone à l'assistante à 11h du soir, la femme qui a la gentillesse de m'assister sur les films, qui s'appelle Marion Dohan. Je dis, je fais une dépression, je vais pas faire le film. Qui va aller voir un mec qui revient en voiture de Dijon, quoi? C'est chiant, quoi, c'est pas possible. Et donc, je vais pas faire ce film, ça, je raccroche désespéré, je vais sangloter dans mon appartement. Et Marion qui est une femme brillantissime, a une petite idée comme ça. Et donc, il est 11h du soir, et elle commence à taper sur Internet, elle tape Le Bon Coin, siège d'avion. Je vous jure, c'est ça. Et elle voit, il y a 3 sièges, 150 €. Il est 11h30, elle téléphone au décorateur, Thomas Bacchény. Elle dit, écoute, Arnaud est très déprimé, on a 3 sièges. Voilà, 150, ça laissait, donc achète-les. Donc on achète les sièges. Et Marion me rappelle le lendemain, elle me dit, écoute, si tu peux te débrouiller avec 3 sièges, peut-être tu peux t'arranger ou un truc comme ça. Puis on a mis des annonces continues sur Le Bon Coin. On a trouvé 2 autres sièges, 50. Et à la fin, coup de bol, on trouve un mec qui met, j'ai pas de siège, mais j'ai des hublots. On dit, mais vous les vendez? Et dire, ah, mais non, je les vends pas, j'adore mes hublots, mais vous pouvez les louer. Vous habitez où? À Bordeaux. Putain. Alors du coup, on a envoyé une camionnette à Bordeaux chercher les hublots une journée. On a accroché les hublots avec un truc et ça, on a bricolé l'avion. Et après ça, la production me montre la bande-annonce. Et la bande-annonce, le premier plan, c'est l'avion. Comme ça. Et ça me rend dingue. Ça me rend dingue. J'étais hyper content de l'avion. Finalement, ils avaient préféré la voiture à Dijon. Voilà, c'était ce type de budget. J'ai une question concernant la direction de François Civil. Alors, je me rends pas compte quand est-ce que le film a été tourné, mais on va dire que François Civil, c'est l'acteur du moment, avec les grosses productions ou des grosses entrées qu'il a fait. Est-ce que ça vous a demandé une direction différente par rapport au film, votre filmographie quelque part, par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir vous concernant? Non, ça m'a pas du tout demandé d'effort. Et j'ai l'impression pas de sa part à lui non plus. C'était une rencontre qui a été très heureuse tout le temps. Et moi, j'avais besoin de ça, de gens qui viennent de cinématographie différente de la mienne. Vous voyez, il m'a apporté un autre savoir, etc. Vous voyez, par exemple, ce truc de dire, ben oui, vous voyez, c'était bien parce que cette présence physique, par exemple, Mathias, il fait un peu peur des fois. Vous voyez, quand à un moment, jamais, mais à un moment, il crie sur Claude,
On dit, lui donne une claque, elle reste collée au mur, quoi. Et donc, je comprends pourquoi Claude, elle a eu peur. Elle a préféré, vous voyez, être avec Jérémy Lewin, parce qu'il faisait un peu peur, ce garçon, quoi. Et en même temps, avec une douceur comme ça, et je crois que c'est ça qui intéressait François, on s'est retrouvés dessus, et dernièrement, on montrait le film en festival, et des gens lui disaient, mais alors, vous qui avez fait des films très spectaculaires, des films d'action, ils disaient, oui, mais là, c'est un film d'action sentimental, ça change rien pour moi. Donc, on s'est retrouvés avec... et vraiment, c'était tellement incarné ce qu'il faisait, que c'était le premier plan avec Paul Guillaume qu'on a tourné. C'est notre histoire de budget, mais je ne vais pas vous assommer avec mes histoires de budget. On tournait dans le métro, on n'avait pas d'autorisation, on n'avait pas d'assistant, etc. Vous savez la scène où il suit l'enfant dans le métro. Et donc, c'était comme il n'y avait pas d'assistant, pas de régie, c'est le genre de moment où vous vous sentez très nu quand vous êtes acteur ou actrice. Parce que si vous voulez, vous attendez, la caméra commence à tourner, vous ne savez pas quand le métro va arriver. Et les figurants, c'était des gens du métro, quoi. Et tout d'un coup, le directeur de la photographie tenait la caméra, et François, il savait exactement la scène d'avant, qui est la scène avec Max, où il dit qu'il devient dingue, etc., dans le bar d'hôtel et ça. Il savait tout. Et ce qu'il faisait, c'était genre la présence d'Alain Delon, quoi. Je sais pas ce que c'était, et c'est pas le même corps, c'est pas le même charme que autre chose, quoi. Et il y avait Paul Guillaume qui le filmait, et qui décroche son œil de la caméra, et qui me regarde, et qui retourne comme ça, quoi. Et on savait que c'était lui, quoi. On savait que c'était lui. Et voilà. Bonsoir. Je voulais parler de l'opposé un peu de Florence Basile, et en l'occurrence Charlotte Rampling, qui paraît dans le film être son opposé, une femme sûre d'elle-même, pas très agile, mais en fin de compte, c'était elle qui est fragile par rapport finalement à ça. Et là, vous nous amenez vous jouez avec la mémoire, avec l'amour, la mort, et je suis étonné que vous citez plutôt cette histoire un peu grivoise qu'elle raconte dans la cérémonie le deuil, et pas celle au début, où cette femme qui a perdu son mari cherche la date qui part et la retrouve et la tempête est dans le porte. Alors ça, l'histoire du début, il nous a fallu plus de temps. Alors heureusement pour la trouver. Et j'ai eu ça sert des fois de lire des livres. Je me suis souvenu des contes acidiques de Martin Buber, qui est un fort livre où il n'y a que des histoires acidiques drôles, enfin drôles, bizarres, quoi, étranges. Et du coup, je me disais, et j'ai trouvé cette histoire, et ça revient sur le conte, vous voyez, c'est cette fatalité. C'est le mari revient, mais lequel ? Est-ce que c'est Pierre ou est-ce que c'est Mathias qui revient ? Est-ce que c'est... Voilà. Et c'est tout le dilemme de Claude. C'est à qui va-t-elle donner l'enfant ? Est-ce qu'elle va le donner ultimement dans la dernière scène à Mathias ? Ou est-ce qu'elle va le donner à Pierre ? Et ultimement, Claude choisit de le donner à Pierre, et je trouve ça sublime. Voilà. D'ailleurs, juste ce début qui démarre aussi avec Nadia Tereskevitz qui est devant sa glace. Alors, ça m'a rappelé le début de Tromperie aussi, hein. Cette femme devant la glace et qui dit « Raconte-moi une histoire ». Jérémy Lewin lui raconte cette histoire qui est assez géniale. Et le plan suivant, c'est le fameux avion. Et on a le Type qui revient, quoi, comme la kippa cotouillée. Voilà. Et du coup, on a vraiment... Pardon ? Le film commence On a vraiment, et à d'autres moments du film, même plus dramatiques, on a le sentiment qu'il y a quelque chose, alors je ne sais pas si on peut dire, parce qu'on ne va pas dire le destin, mais que c'est comme les contes qui agissent sur les personnages. Ils sont marqués par la fatalité. Je vous parlais du jeune âge des deux amants, des trois d'ailleurs, avec Pierre, qui sont tous très jeunes. C'est qu'ils sont prisonniers de leur passé. Vous parliez de Rampling, elle aussi est prisonnière de son passé. Et donc, est-ce que c'est un conte ou est-ce que c'est la fatalité ? Il y a quelque chose de fatal qui leur tombe dessus, et c'est le poids du passé. Et parfois, on est capté. Alors, quand ça arrive à des gens très jeunes, c'est encore plus choquant, quoi. Vous voyez cette bêtise que fait une fille dans le train, et voilà qu'elle est captive pendant toute sa vie de ça, parce que quoi ? Parce qu'elle a merdé de nuit, c'est pas grave. Et si c'est très grave pour elle, elle est emprisonnée dedans. Mathias, il est emprisonné dans son passé aussi, comme Elena. Et voilà, vous voyez, des fois j'aime bien que chacun des personnages puisse un peu dire la morale du film à un moment. Et une réplique de Max que j'aime bien, il dit des fois il faut laisser les choses foutre le camp. Voilà. C'est que quand vous êtes prisonnier de votre passé, des fois il faut le foutre à la poubelle et vous partez en Italie, quoi. Voilà, c'est ça, donc comme si le film était un éloge de la fuite, de s'enfuir du passé.
juste puisque vous parlez du personnage de Max, c'est un personnage assez étonnant. On a un grand plaisir de retrouver Hippolyte Girardot, voilà, mais qui est un peu, lui, comme une sorte de bon génie, en fait. Hein. Quand on le voit apparaître dans la prison, j'ai mes entrées partout, etc. Mais au fond, dans cette espèce comment dire, oui, de conte avec la fatalité et un amour impossible, lui, c'est le bon génie, finalement. On pensait à Jiminy Cricket, vous savez, dans le Walt Disney, dans Pinocchio, comme ça. Non, c'est dans Pinocchio. Enfin, je crois. Je me retourne vers les plus jeunes, j'ai bon. Si, c'est Pinocchio. Nicolas est atterré. Mais oui, il a ce côté-là de bon génie. Et lui, il sait affranchir c'est celui qui fait affranchir du passé, quand même. Oui, tu parlais de la manière dont François Civil incarnait. Ça passe par l'incarnation. Et en commençant, tu parlais de la manière dont vous communiquiez avec Kamen, lui ne parlant pas français, et toi parlant un anglais que tu dis être... voilà. Et je me disais que ce film, c'est aussi ce qui se passe avec la musique, c'est aussi ce qui se passe avec le regard, avec le corps, tout ce qui se passe justement dans ce qui n'est pas dit. Des fois, on m'a demandé d'une autre façon que je me demande pourquoi le film il se passait dans le milieu de la musique. Et je savais, peut-être c'est parce que... Oui, je vous parlais de ces scènes dans un cimetière. J'ai connu des figures de veuves dans ma famille hein, quand j'étais enfant et que je connais, certaines que je connais encore, qui étaient jeunes, très veuves. Très jeunes, hein, qui étaient veuves très jeunes. Et ça m'a vachement marqué. Vous voyez, ma grand-mère qui avait 6 enfants, qui était veuve et elle était enceinte du 6e. Vous voyez, c'était très étonnant comme ça. Et ma tante qui était... alors ça me marquait, ça me marquait beaucoup. Et je savais le côté très douloureux. Et le personnage de François, c'est très dur pour lui. Le personnage de Rampling aussi, cette panique qu'elle a, peut-être j'y reviendrai, etc. Donc c'est des sentiments très durs. Et du coup, le fait que ça se passe dans le milieu de la musique, je trouve ce qui est vachement bien avec la musique, c'est ça console. Bien sûr, c'est douloureux de vivre. Évidemment, tous on le sait. C'est brutal, ça fait mal. Ça fait mal. Mais la musique, ça console. Et du coup, cette fonction de consolation de la musique, comme dans la dernière scène de l'audition, quand il joue le bac ou à d'autres moments, où là, enfin, ça apaise la douleur. La douleur, on ne peut pas en faire l'économie, mais peut-être on peut l'apaiser des fois. Bonsoir, je voulais savoir pourquoi ce choix du titre Deux pianos, puisque le moteur du film c'est un piano, c'est pas deux pianos. Eh ben, revient du Japon pour jouer des concertos avec Elena et ils sont à 2 pianos sur scène. C'est des concertos pour 2 pianos. Le Bartók, qui s'appelle concerto pour 2 pianos et percussions. Donc du coup, comme il y a ces concertos à 2, le premier répétition, c'est le concerto de Max Bruch, qui est un concerto pour 2 pianos. Alors du coup, comme on voit cette image, vous voyez comme quand on voit l'orchestre de très loin, on voit les 2 pianos face à face. Je trouvais ça joli comme image. Et en même temps, je me disais, le film, avec la mort de Pierre, se casse en deux. Et comme s'il y avait 2 films, il y a le film d'Elena et il y a le film de Claude. Et Mathias va passer de l'un à l'autre. En même temps, je me disais, Nadia, elle est entre ces 2 hommes, Pierre et Mathias. Et si le petit Simon, je revoyais par la petite fenêtre Simon, je trouve formidable, le jeune garçon, Valentin. Et il doit choisir entre 2 pères. En même temps, Lyon, il y a 2 fleuves. Alors du coup, je trouvais que ça 2 pianos, ça faisait cool. Bon. Le chiffre 2. Ouais. D'ailleurs, la scène, justement, enfin, ce qui est très bouleversant aussi, c'est à partir du moment où ils sont... Il y a la première scène, qui est la scène de répétition, où voilà, elle reprend un peu la main, si je puis dire, hein, pour des pianistes, évidemment, sur Mathias. Et puis, il y a la scène du concert, et ce qui se joue au-delà de ce qui est joué, c'est absolument bouleversant. Ce qui était formidable à faire, c'était que dans toutes les scènes de piano, souvent, des fois les scènes de musique, c'est des scènes qui sont pas d'action, quoi. C'est des scènes, c'est ça que disait François, vous voyez, quand il dit c'est l'acteur physique, quoi. Et les scènes de musique, c'est des scènes de transition, voilà, des pauses, quoi.
Et là, c'est là où l'intrigue se joue, quoi. C'est que Mathias arrive, il est ivre-mort, il peut pas jouer, il a plus envie de jouer, il vient de se rendre compte qu'en fait, il était le père du fils, et il l'avait toujours su, toujours, il le savait, et il s'en rend compte, et là, il peut plus le nier, etc. Et Léna commence à jouer, elle se dit non, me trahis pas. Et il ne joue pas les notes du Bartók, il les joue pas. Et le concert est à 4 mains, donc comment est-ce qu'ils vont faire? Donc du coup, filmer ça avec Paul Guillaume, c'était trépidant, quoi. Parce que comme dans l'audition, quand il va faire l'audition, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va jouer le Chopin? Est-ce qu'il va pas le jouer, etc. Donc du coup, il y avait une action qui se jouait dans toutes les scènes de musique, Suspense ce presque. qui faisait que c'était très kiffant, quoi, à filmer, quoi. Pour revenir sur l'histoire des fantômes ou du côté un peu fantastique, la manière dont est filmé pendant une des répétitions Elena, il me semble que c'est une répétition du Bartók, hein, où là aussi on a presque l'impression, elle est filmée en contre-plongée. Je reviens à cette idée de film muet fantastique, etc. Et on a l'impression qu'elle disparaît derrière ses mains. Je trouve que c'est très... Ah, ça, c'est beau quand elle fait le Bartók et qu'elle le dirige comme ça. C'était pas mon idée, c'était Paul Guillaume. Comment vous avez choisi le petit Simon et comment vous avez travaillé avec lui? Il s'appelle Valentin Picard. Et en fait, on a choisi de voir des enfants à Paris. Et on en a vu pas mal. Et j'ai demandé à ce qu'on voit aussi des enfants à Lyon. Parce que j'ai déjà joué avec des enfants. Et vous voyez, c'est merveilleux. Et en même temps, c'était risqué parce qu'ils partent. Et c'est une autre vie. C'est un monde très protecteur, très enjoué, très drôle. Ils arrêtent l'école, ils partent, etc. Alors, de déplacer un enfant, je sais pas. Je me suis dit, voyons des Lyonnais. Alors là, c'était cool parce qu'il jouait une histoire qui est quand même assez tragique d'un enfant qui perd son père, etc. Ça, c'était le mardi. Et puis le jeudi, il retournait à l'école et voilà, il revenait. Donc, il restait dans la vie, si vous voulez. Et ce qui m'avait sidéré quand je l'ai rencontré, il était très jeune, il avait 8 ans ou 7 ans et demi, je sais plus quand je l'ai rencontré. C'est qu'il comprenait tout de l'intrigue. Il savait tout de l'intrigue. Pourtant, il n'avait pas de deuil dans sa famille. Comme tous les enfants, ses parents étaient divorcés. Bon, voilà, c'est d'époque. Et très bien, des divorces heureux, voilà. Si tant est qu'une telle chose existe. Ça, je sais pas, je suis pas spécialiste. Mais il comprenait tout. Mais dans la scène, par exemple, je ne vais pas le diriger. Dans la scène, quand ils époussettent les livres et qu'il dit, mais je le sais, mon père, il m'a dit que voilà, tu as une soirée. Il savait exactement tout ce qui... Alors, il avait cette fragilité, cette mélancolie qui était très belle, mais dans la vie, il n'est pas du tout comme ça. C'est un enfant très tonique. Et alors, on s'entendait, lui et moi, comme larron enfant, aussi bien que Rampling et moi. On était les deux couples. J'avais deux couples comme ça, un avec le petit Valentin et l'autre avec Rampling. Et alors, les autres acteurs pouvaient plus le supporter à la fin du tournage parce qu'il était tellement plein de vitalité que pendant les prises, il était comme vous l'avez vu. Et hors des prises, Hippolyte, il avait une scène que j'aime beaucoup, qui est une scène que je trouve très drôle, quand il dit, mais tu sais jouer du violon, tu sais pas, t'es bon ou t'es pas bon, quoi. Et il devait l'agresser, l'enfant, etc. Alors, il y avait plein de pièges de texte parce qu'il y a des répétitions, etc. Et le petit Valentin disait, non, c'est pas ça, Hippolyte, je crois que tu t'es trompé dans le texte. Il y a bon mais pas bon, etc. Monsieur. Et Hippolyte disait, ça va, j'ai l'âge que j'ai, je t'emmerde. Et donc, peu à peu, si vous voulez, ça devenait, ça répétait la scène, vous voyez, l'agressivité, etc. Et quand il était avec Nadia, qui va être malheureuse comme tout, etc., il y avait Valentin qui lui disait, tu vas arriver à pleurer, tu vas arriver à pleurer. Et il y avait Nadia qui dit, arrête-toi, vous voyez, c'était très drôle, c'est explosion de vitalité. Et quand je lui rappelais le personnage, je lui dis, non mais souviens-toi, il n'est pas pareil que toi. Il n'est pas pareil que toi, parce qu'il a perdu son père, il en éprouve un grand chagrin. Et pof, le personnage était là. Moi, je me pose la question de la figure de la mère. Il y en a deux très clairement là, et une presque troisième, personnage d'Elena, et qui sont... Enfin, chacune a une petite particularité. Voilà, si vous pouviez nous parler un peu de ces figures-là. Et une deuxième question, savoir comment la rencontre avec Nadia Taraskevich s'est faite. Vous disiez que c'était une évidence. J'espère que mon film il est un peu militant de quelque chose. C'est que souvent on dit que les femmes sont des mères. Et c'est une idée, je suis contre cette idée. C'est-à-dire, je suis sûr qu'il y a des femmes qui sont des mères, j'en doute pas. Si une femme me dit qu'elle est mère, j'en doute pas. Ce que moi je vois, c'est je connais des femmes, des jeunes filles, des femmes à qui arrive un enfant. C'est indéniable, on les voit, elles ont un gros ventre, il leur arrive un enfant, quoi. Voilà, elles ont un enfant. Alors, s'il y a une chose que je sais même pas du tout ce que ça existe, c'est ce que c'est un père. Ça, j'y crois pas.
Par contre, des fois, une femme dit à un homme, voilà, j'ai eu un enfant, ce qui fait pas forcément de moi une mère, mais j'ai eu un enfant, et c'est toi le père. Et c'est ça qui fait qu'on devient un père. Voilà. Il me semble que c'est ça qui se joue dans le film, quoi. Est-ce que Mathias est le père? Oui, il a couché avec Nadia, oui, d'accord, ouais. Et alors, la belle affaire, la belle affaire. Eh ben non, finalement, c'est mon choix. Je dis que c'est Pierre qui est le père de mon fils, ce dont je vous parlais. Et donc, du coup, j'aimais bien arracher les personnages féminins à une maternité imposée. Donc, du coup, j'ai demandé à Anne Kessler, qui est une actrice qui était à la Comédie Française, que j'adore, et qui a une espèce de fantaisie, comme si elle était trop timide devant son fils. Elle n'est pas du tout maternelle, elle est un peu gauche, etc. Elle est très tendre. Elle est peut-être rivale d'Elena, ou je ne sais pas trop comment ça se passe, etc. Et du coup, je trouvais ça super doux, quoi. Le personnage de Claude, elle est tout encombrée d'avoir eu un enfant. Puis comme elle le raconte au téléphone, c'était affreux d'avoir cet enfant. Elle le voyait grandir et il ressemblait de plus en plus à l'un et pas à l'autre, etc. Donc c'était pas du tout agréable pour elle. Et j'aime bien montrer des personnages féminins qui sont en porte-à-faux avec leur maternité parce que ça me plaît. Elena est une mère un peu plus royale, quoi. C'est presque une fiancée, mais la différence d'âge fait que c'est pas possible, quoi. Mais il me semble que Mathias a 3 mamans. C'est un de ses problèmes, c'est qu'il a aussi Max, une sorte de 3e maman, mais masculine celle-là, et voilà, qui le materne aussi. Je reviens sur ce que vous avez dit à propos de la musique qui console. Et je pense que justement, Mathias peut être encore consolé, alors que Elena, justement, elle sait qu'avec la mémoire qui s'en va, elle ne sera plus consolée. Et c'est pour ça qu'elle a très peur, je crois. De s'enfuir et que la musique ait plus de sens pour Voilà, c'est ça. ce qui scandalise Mathias, ce qui le scandalise quand il dit j'ai fini avec la musique, il dit non, je veux pas ça. Il lui dit c'est laid de dire ça. Oui, Et mais elle peut plus, elle peut plus. oui, elle sera plus consolée. Et pourtant, vous voyez, je vais vous raconter. Et pourtant, quand elle joue le Debussy, elle fait la fière à bras sur le pont où elle dit je hais Debussy. Et quand je vois Charlotte Gainsbourg jouer le Debussy, je la vois un peu heureuse malgré tout. Charlotte Rampling, pardon. Et je la vois heureuse malgré tout. Ça lui revient, la musique lui revient, etc. Il y avait une chose très belle avec Charlotte Rampling quand on s'est rencontrés. Elle avait eu le premier scénario, on s'était rencontrés, la première version, puis après ça, elle a eu une deuxième version, un peu plus accomplie, un peu plus achevée. Et c'est à ce propos du refus de la musique, ou de qu'on perd la musique, quand la musique s'enfuit, quoi, et que c'est plus possible parce qu'elle perd la mémoire, et que la musique s'enfuit. Et alors, elle reçoit la dernière version, puis je me dis, ça y est, elle a accepté le rôle, c'est formidable et tout ça. Et elle m'a envoyé un mail qui est vraiment qui était une date pour moi. Et ça a commencé par Arnaud. Nous sommes devant un très gros problème. C'est un mail. Enfin, je me dis, ok, je vais pas lire, je le montre à ma compagne, je me dis, ça y est, elle démissionne du film, c'est la catastrophe, etc. Elle n'a pas aimé la nouvelle version et ça. Et ma compagne me dit, ça va, tu peux lire le mail. Donc je me précipite sur l'ordinateur et déclare, nous sommes devant un très gros problème. Je viens de recevoir la dernière version. Ne te trompe pas, je ne suis pas une actrice qui aime à changer un mot, une virgule d'un texte. Pour autant, à la scène 76, Elena dit « j'ai peur ». Or, je suis Elena. Or, je n'ai jamais eu peur. Et ce « je suis Elena », c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. Et comment pouvais-je ne pas aimer une femme qui me dit « je n'ai jamais eu peur ». Vous voyez, c'était sublime, quoi, sublime. Voyons-nous pour en parler rapidement, etc. Alors, on s'est retrouvés dans un bar, comme ça, désert. Et j'ai montré une vidéo, je ne sais pas si certains d'entre vous sont mélomanes et connaissent la vidéo. C'est une vidéo de Pires, la pianiste, qui avait fait un concert où on s'était trompé de partition quand elle devait jouer un Mozart. Elle commence le concerto de Mozart et elle se rend compte que c'est pas la bonne partition. Alors regarde le chef d'orchestre et fait comme ça. Chef d'orchestre, tu fais ça va aller, ça va aller. Et là, je montre ça et je dis, bah, vous voyez, elle a peur, Pires. Elle dit, ah non, non, ça c'est pas la peur, c'est la terreur, ça je connais. Il y avait sur cette idée des deux pianos, deux hommes, etc. Je fais un détour. J'étais très frappée
comment sont filmées les esquisses. En particulier, ce qu'on voit du balcon, puisque quand il est chez sa mère, il est toujours sur le balcon, comme un personnage qui finalement n'a pas de maison. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose d'être entre deux mondes. En face, on ne sait pas très bien ce que c'est comme immeuble. À un moment, on croit que c'est un parking. Et sur les côtés, il y a des immeubles plus cossus. Et j'avais l'impression qu'il y avait aussi un fil comme ça. Mais ce qui nous plaisait à François et moi, c'est que quand on voit la barre d'immeuble dans lequel il habite avec sa mère, c'est pas chic, quoi. Et puis on apprendra dans la scène de la piscine que son père est mort. Et on se dit, il est orphelin de père, de famille un peu étrange comme ça, dans un peu modeste. Et du coup, la rage qu'il lui a fallu pour arriver à devenir un pianiste d'excellence, et c'est ça qui a dû faire peur à Claude. C'est cette rage qu'il devait avoir à 20 ans. Et il croit qu'il a perdu à 30, il va la retrouver grâce à Max. Je vais dans votre sens parce que, effectivement, il y a ça peut-être la pauvreté, mais il n'a pas d'assise, il n'a pas de point d'appui, puisqu'il va se retrouver à l'hôtel. Et en fin de compte, la vraie rencontre avec l'ex ou avec son ancien amour, ça va être à l'hôtel. Et pas, mais effectivement, la remarque de Laura est pertinente parce qu'il n'a pas de lieu, il n'a pas d'assise. Il revient du Japon, il prend un taxi, il est là, bon, heureusement qu'il y a Max. Il a perdu ses valises. Comme le dit Laura, il est effectivement entre deux mondes. C'est à l'hôtel. C'est un réplique que j'aime beaucoup, c'est moi, je vais pas coucher chez ta mère, quoi. Et qui dit, c'est vrai, je suis à l'hôtel. Ce qui est naze, ce qui est une réponse pire que la moquerie, pas. Et elle arrive, et c'est un hôtel sinistre, comme ça, une espèce de chaîne d'hôtels un peu glauque, comme ça, toute grise. Et pourtant, c'est là où ils se connaîtront. Et où elle sortira pieds nus avec les talons dans la main. Je reviens au début du film, quand ils arrivent avec Jérémy Lémine dans cette soirée où ils doivent aller, et où ils décident de ne pas monter à pied, Parce qu'elle a des talons. parce qu'elle a des talons, et que le destin fait qu'il doit repartir garer la voiture, et arrive cette scène où Mathias ouvre la porte de l'ascenseur, quand même une scène, je sais pas vous, mais enfin, on a d'autres versants. Lui, Bon, j'espère que ça vous a plu. il tombe. Alors, quand même, il me semble que dans tes films, souvent, les hommes tombent. J'aime bien voir c'est peut-être ce que j'adore Chaplin. Vous voyez, les gens, les cinéphiles chics, et je les admire beaucoup, j'ai beaucoup d'admiration pour ça, s'en foutent de Buster Keaton. Et moi, je continue à avoir une tendresse énorme pour Chaplin, parce que quand je le vois tomber, j'ai envie de rire et de pleurer en même temps. Et je trouve ça tellement humain, quoi, vous voyez, parce qu'on tombe sur son cul quand on est juste humain, quoi. Et lui, il tombe, la force lui manque, quoi. Et c'est vrai de montrer je sais pas, c'est peut-être aussi... ça répond pas complètement à ce que vous dites, je digresse un peu. C'est de voir quelqu'un qui choisit, qui tombe, Et c'est de voir... Vous voyez, Claude, je reviens à Claude, dont on a peu parlé. Vous voyez, Claude, elle a été l'épouse de Jérémy. Elle était la mère de Valentin. Elle était la belle-fille de sa belle-mère. Elle a été la fille, très certainement, de ses parents, etc. Mais quand est-ce qu'elle a été Claude? Elle n'a pas été Claude. Elle a eu peur de la vie, quoi. Elle s'est protégée en étant... Voilà. Et les personnages féminins comme ça on connaît tous des femmes comme ça. On connaît, je lisais... dans le livre d'Emmanuel Tarrer, il y a un portrait de son père comme ça, qui a toujours été l'époux de sa mère. Mais il voulait pas exister pour lui-même, il voulait exister par amour, quoi. Et le film va la mettre au pied du mur parce que la voilà veuve, donc elle va devoir enfin être Claude pour elle-même. Elle va devoir devenir elle-même. Et donc de montrer comme ça un personnage de femme qui est obligé de devenir... Moi, je la force à devenir elle, en disant je m'en fous que tu sois la femme d'une telle ou de ça, quittez-toi. Et le film la met au pied du mur. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que je parlais de Mathias, de ce trajet d'enfants orphelins, de famille pauvre, enfin, etc. Je me dis, ça, quelqu'un qui n'a pas eu d'enfance. Et à la fin, j'ai l'impression, quand il joue le bac, c'est
Évidemment, il joue le bac pour Claude, comme un chant d'amour. Il le joue pour ce fils qu'il n'aura pas, pour le petit Simon. Mais peut-être il le joue pour lui-même, en se disant, bah, c'est pour l'enfance que j'ai pas eu, et que lui gagne son enfance. Et de montrer une femme qui gagne sa maturité, et un garçon un homme qui gagne son enfance, peut-être c'était un des buts du film. C'est trop long, là aussi. Ah, je suis désolé, il est tard, là. Alors, il y a aussi un personnage dont on n'a pas parlé. Il y a une scène que je trouve là aussi très bouleversante parce que c'est une scène qu'on voit une fois et plus tard dans le film, on apprend une chose et je trouve que nous, on ne peut pas ne pas y repenser. C'est la rencontre entre Pierre et Mathias. C'est-à-dire, il se rend compte l'amour qu'il y a entre ces deux personnages. Et plus tard dans le film, dans une scène dont tu as parlé, c'est-à-dire Oui, jeux d'échecs. quand Claude et son fils époussent les livres et que son fils lui dit mais bien sûr que je sais, c'est papa qui me l'a dit. Et donc cette scène de la rencontre avec Pierre qui est tellement bouleversé de retrouver Mathias, qui l'embrasse, qui lui dit mais tu m'appelles, hein, tu m'appelles. Et plus tard dans le film, on comprend qu'en fait, enfin voilà. Je trouve que moi, c'est pas vous, mais moi, ça m'a complètement bouleversée. Moi, j'adore Jérémy Lewin, donc je sais pas bien commenter. J'adore les deux, j'adorais les filmer. Je pense juste à une phrase c'est plus tard, après la piscine, il emmène le petit Simon jouer aux échecs. Et il dit, je sais plus duquel j'étais amoureux, si c'est ton père ou ta mère. Et j'adore cette phrase. Je voudrais savoir pourquoi dans un cimetière, pourquoi dans un cimetière juif en fait. C'était drôle parce que hier j'étais à Nancy et il y a des élèves qui m'ont accueilli d'une façon tout à fait formidable et qui nous ont reconnus dans ce film-là. Alors mais j'espérais que quand même, chaque fois que je fais un film, je me dis ils vont pas me reconnaître, je vais être totalement différent. Et puis évidemment, je me déçois moi-même, les gens m'ont reconnu, donc tant pis, il faudra que je refasse un autre film pour que vous ne me reconnaissiez pas. J'ai dit, mais pourquoi vous m'avez reconnu? Parce que quand même, dans beaucoup de vos films, vous parlez d'amour, de famille et des juifs. Et alors, j'aurais répondu, écoutez, l'amour, c'est quand même un des moyens de connaissance les plus importants. Enfin, on en souffre, on aime maladroitement, c'est quelque chose qu'on ne sait jamais faire. Vous voyez, on n'y arrive jamais, quoi. La famille, tout le monde en a une. Demandez aux orphelins, ils vous diront à quel point eux aussi en ont une qu'ils ne connaissent pas et combien c'est douloureux, compliqué, etc. Et les juifs, ça fait plus de 5000 ans qu'on en parle, donc je vais pas arrêter. Vous voyez, ce serait ridicule, quoi. On va continuer, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est des sujets qu'on a en commun. Et de montrer ça, et aussi de voir une fille, Goy, qui est dans ce cimetière, qui est maladroite. Il y a toujours un détail qui me frappe. Peut-être qui frappera pas les gentils et qui frappera peut-être plus les juifs, c'est que un soir, elle est très malheureuse et elle retrouve le talit de son époux. Le châle de prière, pardon. Or, si vous êtes pieux, vous êtes enterré avec votre talit. Alors du coup, j'ai demandé à Anne Berest, c'est pour ça qu'elle est créditée, et elle me dit, mais oui, mais il y a quelqu'un de ma famille comme ça, il était marié avec une chrétienne. Elle avait perdu le talit. Alors du coup, c'est la synagogue, ils ont trouvé un talit pour mettre dans le cercueil, etc. C'est qu'elle est maladroite par rapport à ça. Alors ça l'isole comme ça très fort. Et aussi, il y avait ce conte de Martin Buber, qui est le début, la kippa toute mouillée, que je voulais absolument garder dans le film. Et je trouvais ça un geste d'amitié, comme ça, entre chrétiens et juifs, que je trouvais bien dans le film. En même temps, quand elle est dans le cimetière, elle dit « je ne sais pas prier », l'autre qui lui dit « tu pries comme de ce que tu veux, mais voilà, comme tu veux ». Judith, qui est juive, lui dit Sarah. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon, quoi. D'ailleurs, à propos du personnage de Judith, un très beau personnage, remarquablement interprété, mais les discussions entre Judith et Claude, qui sont super franches, qui sont enjouées et légères, bah, je trouve que c'est rare au cinéma qu'on voit deux femmes qui parlent comme ça de leurs amours et que c'est quelque chose qu'on imagine plutôt dans l'histoire du cinéma être les personnages masculins qui parlent. Et ça, c'est parce que c'est pour ça que j'ai proposé à Alba Gaia le rôle, Alba Gaia Bellucci. Je veux pas que ce soit girly. Et en même temps, j'avais dit à Alba, t'en fais pas parce qu'à un moment du film, ton personnage il est en pointillé et tu diras l'absolue vérité du film.
qui est le malheur, c'est une perte de temps. La vie nous apprend, c'est ce que le spectacle nous apprend, c'est que toujours la vie, elle advient sur la mort. C'est comme ça, c'est mécanique. Je suis devant vous, je vais mourir, oui, d'accord. Et il y en a d'autres qui vont vivre après. Bien sûr, la vie, elle va continuer, ça va aller. Et c'est ça qu'on voit dans les films. On voit que la vie, elle gagne toujours, bien sûr. Aussi difficile qu'elle soit, ça puisse être, d'être sur Terre, en fait, il y a une très bonne nouvelle, c'est que la vie va gagner. Il faut être de ce côté-là. Voilà. Et je pense que là, c'est difficile d'aller plus loin. Merci Arnaud Desplechin. Merci à vous d'être venu ce soir.